Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cybercast, le podcast qui explore les enjeux, les acteurs et les tendances du monde cyber en Afrique et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de communautés cyber, ces espaces de partage, de montée en compétences et de collaboration qui jouent un rôle de plus en plus essentiel dans la construction d'un écosystème résilient. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marius Oupo, un expert engagé et actif dans plusieurs initiatives communautaires cyber. Par ailleurs, président de l'APSI Côte d'Ivoire, Association des professionnels de la sécurité et de l'information de Côte d'Ivoire. Ensemble, on va comprendre pourquoi s'engager dans une communauté peut transformer un parcours professionnel, mais aussi renforcer notre cybersécurité collective. Marius, bienvenue dans Cybercast. Merci beaucoup, Junior. Merci beaucoup. Je salue aussi tous tes auditeurs. Merci Marius, c'est un plaisir de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs justement et nous parler brièvement de ton parcours dans la cybersécurité? Ok, pas de souci. Donc, Marius Oupo, originaire de Côte d'Ivoire. Donc, depuis 3 ans, je suis installé en France où je travaille en tant qu'expert GRC et cybersécurité, donc dans une ESN de la place. Et si on veut remonter un peu plus loin dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de travailler pour de grands groupes tels que Sagem, Défense, Sécurité, Orange Côte d'Ivoire, où j'ai eu à exercer en tant qu'ingénieur sécurité. J'ai été aussi à la Société Générale au sein du hub Sécurité Afrique subsaharienne, où je pilotais la sécurité de plusieurs filiales en Afrique. Et après plusieurs années de bons et loyaux services, j'ai décidé de m'expatrier en France pour justement pouvoir découvrir de nouveaux horizons et pouvoir aussi me challenger sur d'autres types en fait de fonctions. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en France et je suis plutôt globalement satisfait de la nouvelle expérience que j'ai pu acquérir depuis maintenant 3 ans. Mais j'ai pas toujours fait de la cybersécurité puisque à la base je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur des systèmes numériques de communication. Donc on peut résumer ça par diplôme d'ingénieur en informatique tout simplement. Et au tout début de ma carrière, j'ai occupé des rôles de développeur web, d'administrateur système, avant de véritablement m'intéresser à la cybersécurité. Donc c'était dans les années 2009, 2010. Voilà. Donc voilà pour le résumé de mon jeune parcours. Merci Marius, un parcours inspirant et très brillant pour les jeunes générations. En tout cas, t'es un modèle dans le domaine de la cybersécurité pour nous les jeunes. On va aller, on va plonger dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs à quel moment tu as rejoint ta première communauté cyber et pourquoi? Ok, alors la première communauté cyber que j'ai rejoint, c'est en fait celle que j'ai créée, c'est-à-dire l'APSICI. Parce qu'avant la création de l'APSICI, à ma connaissance, en tout cas, il n'existait pas d'association similaire. Donc c'est une des raisons justement qui m'ont conduit en fait à créer l'association. Et donc vers la fin de l'année 2020, j'ai eu l'idée de créer un réseau de RSSI. Donc c'était ça à l'origine. Et j'étais en ce moment-là à la Société Générale en tant que RSSI. Donc c'est pas une idée que j'ai mûrie longtemps, mais ça a plutôt été quelque chose de spontané. Et c'est parti en fait d'un constat. Et le constat, c'était que il y avait potentiellement beaucoup de RSSI dans les entreprises, donc les entreprises privées, mais qu'on ne se connaissait pas tous parce qu'il n'y avait pas justement de plateforme qui pourrait favoriser le réseautage, qui pourrait favoriser le partage d'informations. Surtout que moi, je crois que la cybersécurité, comme le dit souvent aussi un confrère sur LinkedIn, elle grandit lorsqu'on la partage. Donc je trouvais
que c'était dommage que je ne sache pas comment un RSSI d'une entreprise qui est proche de la mienne, parce que la plupart des entreprises privées en Côte d'Ivoire sont dans le même quartier, donc qui est le plateau. Et donc, je trouvais anormal qu'on soit dans le même quartier administratif et qu'on ne se connaisse pas, qu'on ne puisse pas partager ensemble sur le sujet de la cybersécurité, qu'on ne puisse pas bénéficier du retour d'expérience des uns des autres. Et donc, c'est comme ça que je commence à créer un groupe, tout simplement, un groupe WhatsApp. À ce groupe-là, je rajoute des amis RSSI et de bouche à oreille, d'autres RSSI nous rejoignent et par la suite, on décide en fait de s'ouvrir à d'autres fonctions de la cybersécurité parce que il y a pas que pour moi les RSSI qui ont des choses à partager à la communauté. Toutes les fonctions de la cybersécurité sont les bienvenues quand il s'agit de partager l'expérience, quand il s'agit de partager l'information. Et donc, à cette année-là, on décide en fait de se structurer. Et là, on bénéficie de conseils d'un contact occlusif. Donc, l'occlusif, c'est le club de la sécurité de l'information français, voilà, qui est une association, une très grande association aussi en France. Donc, on bénéficie de ces conseils, on élabore nos textes pour régir justement l'association. On organise une assemblée générale constitutive pour élire le bureau. Un an, on obtient notre agrément officiel, donc l'agrément de l'État. Et mais en parallèle, on mène des activités telles que des webinars privés, des webinars publics, etc. Et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, l'association continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et vraiment, la raison que tu as évoquée est très claire. Voilà, tout est parti d'un constat. Et aujourd'hui, le résultat est là. Tu es président de l'APSI partout en Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Hein, on parle de APSI. Hein. Il y a APSI Côte d'Ivoire, il y a APSI dans d'autres pays, si je ne me trompe pas, président. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a collaboré avec des confrères d'autres pays pour justement créer une émulation, hein, une dynamique. Et ils ont été aussi ouverts à l'idée en fait de mettre en place des associations dans leur pays. Et donc, on a travaillé ensemble justement pour mettre en place des APSI dans ces pays-là, donc en Guinée, au Niger. Au Bénin, c'est en train de le faire. Au Burkina, on discute avec un homologue. Au Congo et au Gabon, pareil. Donc, tout doucement, on essaie, voilà, de tisser la toile APSI à l'échelle africaine. En tout cas, c'est très bien. Moi, je suis les activités de l'APSI et je peux te dire que vous faites un très bon boulot. Merci. Euh, et quel est le rôle fondamental que jouent les communautés dans le domaine de la cybersécurité? Pour moi, les communautés jouent un rôle important. Déjà parce que, tout simplement, elles réunissent des praticiens du domaine, donc des gens qui sont réellement sur le terrain, des gens qui savent de quoi ils parlent, qui vivent au quotidien les réalités du domaine. Donc, on n'est pas sur de la théorie, on est sur des cas pratiques, des cas concrets, des problématiques concrètes. Et pour moi, c'est ça qui est important parce que ça permet d'aborder en fait de façon concrète les vraies problématiques et puis de pouvoir apporter des solutions vraiment adaptées. Il y a un conférencier, il s'appelle Idriss Aberkan en France, qui est très connu d'ailleurs et qui a l'habitude de dire que la connaissance, c'est la seule chose qui augmente lorsqu'elle se partage. Parce que si tu as un gâteau et que tu partages le gâteau, il n'augmente pas, il diminue. Mais la connaissance, lorsque tu la partages, elle se multiplie. Et pour moi, c'est la force même d'une communauté. C'est sa capacité à pouvoir justement partager de la connaissance. Et en cyber, c'est indispensable. Donc, quand on a un réseau, quand on a une communauté, l'information peut aller très vite. L'information, que ce soit sur des attaques qui ont lieu dans une entreprise à côté, ou une actualité qui est importante à connaître,
l'information peut aller beaucoup plus vite tout de suite parce que voilà, on partage la même plateforme. Et ça, c'est vraiment capital. Donc, un membre de la communauté a aussi cette possibilité de partager de la documentation qui va être utile à d'autres personnes de la communauté. Un confrère de la plateforme, comme je l'ai dit, peut être informé d'un incident de sécurité, donc il va tout de suite informer d'autres confrères. On peut débattre sur des problématiques entre confrères et arriver à des solutions consensuelles, etc. Donc, les possibilités sont illimitées en fait. Donc tant qu'on a des membres qui sont volontaires et qui acceptent de partager, pour moi une communauté c'est extrêmement puissant. C'est vraiment un outil qui est puissant dans la main justement des professionnels de la cybersécurité. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et on le dit généralement, une communauté n'est rien sans ses membres. Exactement. Mais pour une communauté puisse vivre, les membres participantes ou les membres de cette communauté doivent savoir c'est ce qu'ils gagnent concrètement. Par exemple, ma question c'est qu'est-ce qu'on y gagne concrètement quand on est peut-être jeune professionnel ou même expérimenté? Oui. C'est vraiment une question très importante parce qu'on peut se dire, s'il s'agit juste de partager de l'information, peut-être que la plateforme LinkedIn est déjà suffisante, puisque c'est aussi une plateforme qui permet justement de partager, etc. Sauf que dans une communauté, en fait, on bénéficie d'une structure organisée, on a une vision partagée, on a des objectifs clairs, avec des gens qui peuvent collaborer ensemble pour atteindre des objectifs communs. Donc, on est vraiment dans une structure et on peut être aussi sollicité pour des travaux ou des projets d'intérêt général, ou même réaliser des missions qu'on voudrait nous confier. Et on peut être aussi force de proposition parce qu'on est une voix, on porte une voix en tant qu'association. Et donc, un jeune professionnel qui intègre une pareille communauté, en fait, il a la possibilité de bénéficier déjà de l'expérience des plus anciens. Donc ça va lui permettre de progresser beaucoup plus vite. Donc c'est déjà un avantage qui est important pour un jeune professionnel. Dans le domaine de la cybersécurité, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Donc on adapte simplement la roue. Donc moi, je pense que si j'avais eu l'opportunité de côtoyer des mentors dans le domaine quand j'étais plus jeune, je pense que j'allais progresser beaucoup plus vite parce que je trouve que j'ai perdu parfois beaucoup de temps à vouloir tout construire de zéro alors que d'autres l'ont déjà fait. Donc pour moi, c'est vraiment une des forces d'une communauté. Et même pour les plus expérimentés, on finit jamais d'apprendre. On a la possibilité à travers une communauté de pouvoir développer son réseau professionnel. On a l'occasion de pouvoir se rencontrer physiquement selon nos disponibilités. Moi, grâce à l'association, j'ai pu faire la connaissance de personnes formidables, grâce auxquelles non seulement j'ai beaucoup appris, mais qui m'ont permis aussi de saisir des opportunités. Et pour info, sur notre plateforme, on partage aussi des opportunités, que ce soit des opportunités d'emploi ou ce qu'on appelle gombo, entre guillemets. Il y a quelques témoignages que vous pourrez retrouver même sur notre page LinkedIn ou sur notre site de membres qui ont pu évoluer dans leur carrière professionnelle justement grâce à ces opportunités dont ils ont pu bénéficier, d'autres ont pu changer d'emploi, etc. Donc les avantages pour moi sont incalculables. Tant que, encore une fois, les membres acceptent de s'impliquer, de participer à la vie de l'association, nos possibilités en fait sont infinies. Effectivement, et je pense que parmi les retombées pardon sur les membres de l'association, un exemple concret, c'est le sous-directeur de l'ANSSI, qui Ouais, était un membre de l'APSI, si je ne exact, me trompe. exactement, Donc, exactement. on va revenir sur le sujet de l'ANSSI. Alors, très bien, ce que tu as dit, c'est parfaitement ça. Et une question qui me vient en tête, est-ce que toi, à part l'APSI, tu fais partie d'autres communautés? Et puis, quelles sont ses particularités si jamais? Je fais partie
non seulement de l'APSI, mais aussi d'une communauté africaine, panafricaine, qui s'appelle en fait le CESIA, qui est en fait une sorte de APSI, mais à l'échelle africaine. Et globalement, c'est tout en termes de communauté auquel j'appartiens, parce que pour moi, la cybersécurité, c'est une passion, même si j'aurais pu aussi intégrer d'autres types de communautés, mais je suis vraiment resté en fait dans des communautés très spécialisées dans la cybersécurité. Ok, très bien. Toujours dans le volet sur l'importance des communautés, hein. Moi, je voulais savoir concrètement comment se gère le transfert de compétences ou le partage d'opportunités dans une communauté. Cette Oui. question même est très importante pour les jeunes qui hésitent toujours à rejoindre une communauté. Oui, donc on a une structure qui est en place, on a un certain nombre d'activités avec des responsables de commission et on a même des groupes de travail qu'on met en place sur des thématiques spécifiques euh, dans lesquelles en fait on retrouve des professionnels, deux, trois, quatre professionnels qui se mettent ensemble pour réfléchir sur des thématiques. Donc si on prend le cas d'un jeune professionnel qui intègre une communauté pareille, il a cette possibilité de rejoindre un groupe de travail où on retrouve des personnes expérimentées, où on va retrouver aussi des gens qui sont compétents dans certains sujets. On retrouvera en fait toutes sortes d'expertises et cette personne, ce jeune professionnel, va pouvoir justement bénéficier de l'apport des autres, de l'expertise des autres. Mais il n'y a pas que le fait de pouvoir bénéficier, il y a aussi pouvoir donner, pouvoir apporter aux autres. C'est très important parce que je l'ai dit, on partage, on est vraiment dans une logique de partage. Et pour moi, on a tous quelque chose à partager. Tous. On a une expérience. On a des anecdotes. On a de l'expérience. On a de l'expertise dont peut profiter les autres. Voilà. Donc pour moi, on est sur une telle plateforme ouvert à écouter et à entendre et à bénéficier de l'apport de tout le monde. Voilà. Il faut juste être dans un cadre qui est vraiment structuré et qui favorise justement ce partage. Et en termes d'opportunités aussi, comme je l'ai dit, on a un groupe, on a un groupe où on a un canal parce que dans le groupe en fait, qui n'est plus un groupe WhatsApp, hein, on a migré vers un groupe qui est plus adapté à la gestion d'une communauté comme la nôtre. Et dedans, on a cette possibilité d'avoir plusieurs canaux. Et parmi les canaux d'échange, on a un canal de partage d'opportunités. Donc, ça peut être des offres d'emploi, ça peut être des missions auxquelles tout le monde peut bénéficier en fonction de sa disponibilité, en fonction de son expertise ou de son expérience. Merci pour les informations. On va à présent faire un focus sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire de manière spécifique. Selon toi, quel est l'état actuel des communautés cyber en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? À ma connaissance, et notamment dans le domaine de la cybersécurité, les initiatives ne sont pas légion, que ce soit en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Bon, et celles qui existent déjà peuvent même se compter hein, du bout des doigts. Mais c'est un peu normal quand on sait qu'il y a un gros déficit de professionnels de la cybersécurité sur le continent et en particulier dans notre pays. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une problématique culturelle, hein, du fait que dans nos pays, on n'est pas très porté sur l'associatif. Donc c'est un concept en fait qui n'est pas très en vogue dans nos pays, contrairement à des pays occidentaux. Euh, Chez nous, en fait, on n'a pas ce réflexe de vouloir se réunir sur la base du volontariat pour pouvoir mener des actions d'intérêt commun. Donc, c'est pas culturel et on a tendance, en fait, à évoluer en silo. Donc, chacun dans sa zone de confort et où tout le monde, en fait, n'a pas cette tendance à parler en termes de communauté ou de bénévolat. Hein. Donc, se mettre
librement au service d'une communauté, etc. Mais je pense que ce sont des tendances qui peuvent évoluer à terme. Si on continue justement de renforcer la dynamique, comme j'ai dit, à travers des communautés que nous, on essaie de créer même à l'échelle sous-régionale ou à l'échelle africaine. Et petit à petit, je pense qu'on va changer de paradigme. Alors, en fin d'année 2024, le gouvernement ivoirien, par le biais d'un décret, a mis en place l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, dont le sous-directeur est un membre actif de l'APSI que vous dirigez. Aujourd'hui, à terme, est-ce qu'il y a une synergie entre toutes les communautés ou même votre communauté, hein, et les structures officielles comme l'ANSSI? Et puis, est-ce qu'il y a des perspectives de collaboration à l'avenir? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je vais surtout parler de ce qui me concerne, parce que j'ai pas la visibilité sur ce qui concerne les autres communautés. Nous, de notre côté, on a toujours en fait initié des échanges avec les autorités de tutelle. Donc, on a fait la démarche d'aller rencontrer justement l'ANSSI pour leur expliquer notre vision. Parce que notre vision, c'est entre autres de pouvoir contribuer aux orientations en matière de cybersécurité au plan national. Donc leur présenter vraiment notre vision, nos missions, nos objectifs, et puis aussi leur parler d'un projet sur lequel on travaille. Donc on est bien soutenu en fait par l'ANSSI au travers justement du DGA, comme tu l'as évoqué, qui est membre de l'association. Et donc on a pu aussi confirmer à l'ANSSI que qu'on est vraiment à leur disposition pour pouvoir collaborer sur tous les aspects. On a l'expertise et surtout on a la volonté pour le faire. Et donc concrètement, ça peut être dans le cadre des sensibilisations de l'opinion publique, ça peut être dans le cadre de réflexions sur des projets de réglementation en matière de cybersécurité, ça peut être aussi sur le plan du renforcement des compétences des professionnels ivoiriens en matière de cybersécurité. Donc voilà, ce sont des axes qu'on a évoqués et sur lesquels on pourra grandement contribuer à leur côté. Ah, c'est très bien. C'est franchement, c'est nickel. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit dans le premier épisode de Cybercast, on a parlé de l'ANSSI. Il y a pas mal de perspectives de collaboration qui ont été mises en avant par les invités dans cet épisode-là. Donc voilà. Certes, ouais. Alors, on continue avec nos séries de questions. Alors, l'écosystème ivoirien a-t-il besoin de plus de soutien institutionnel ou plutôt de coordination entre acteurs privés et publics? Pour moi, c'est les deux. Déjà, c'est un grand pas d'avoir une ANSSI dans notre pays. Mhm. L'ANSSI aujourd'hui a un scope qui est très large, puisqu'ils font pas que de la sécurité logique. Il y a aussi le volet sécurité des biens des personnes à travers en fait le dispositif de surveillance qu'ils ont mis en place. Il y a aussi la PLCC qui traque les cybercriminels. Donc, ce sont déjà des dispositifs qui sont très bénéfiques pour le pays. Et tout doucement, les aspects de coopération publique-privée, pour moi, vont se mettre en place, puisque ils ont aussi ce rôle en tant que ANSSI d'assurer une certaine coordination de l'ensemble des acteurs pour justement les impliquer dans le développement de tous les aspects cybersécurité, entre autres. Parce qu'il faut pas négliger un acteur, il faut pas sous-estimer un seul pan de la société quand il s'agit de cybersécurité. C'est l'affaire de tous, comme on le répète tout le temps. Et donc, c'est une collaboration pour moi qui va être essentielle si on veut que tous se sentent concernés. Aujourd'hui, on a énormément de professionnels. Mhm. Sa majorité n'est pas membre de l'ANSI, pardon, de l'APSI. Quelle barrière empêche ces talents-là ou ces professionnels-là de s'impliquer dans ces communautés de façon générale? Et puis, comment lever ces barrières? Pour moi, il y a une barrière culturelle déjà, qui pour moi est le plus gros frein. Il y a aussi la zone de confort.
qu'on ne veut pas forcément agrandir parce qu'on préfère rester dans son coin. On se sent pas obligé de contribuer à une cause commune. Voilà. Pour moi, c'est un sujet culturel dans un premier temps. Et puis c'est un choix, hein. C'est un choix de ne pas être volontaire. Mais en même temps, c'est très dommage parce que on sait ce qu'on est capable d'apporter quand on se met ensemble autour d'une même cause. Donc, il faut pouvoir changer en fait ce paradigme. Et nous, comme je l'ai évoqué, on essaie de multiplier en fait les initiatives communautaires. On collabore avec d'autres confrères de d'autres pays, etc. Tout ça pour renforcer la dynamique sur le plan sous-régional et sur le plan africain. Mais pour moi, pour réussir aussi à impliquer davantage de professionnels, faut qu'on soit aussi un peu créatif de notre côté. Penser par exemple à récompenser ceux qui se distinguent déjà et peut-être que ça va encourager d'autres professionnels à vouloir réellement intégrer nos communautés. Sujet qu'il faut creuser. Oui, très bien. J'ai relevé quelques barrières aussi, hein. Moi, j'en ai deux. Euh, la première barrière, c'est souvent les droits d'adhésion et de cotisation. Mhm. Et la seconde, c'est le caractère bénévole. C'est du bénévolat souvent. Mais la barrière sur laquelle je vais insister, c'est vraiment les droits d'adhésion et puis le paiement des cotisations. Est-ce que pour les jeunes professionnels, je sais pas, pour les expérimentés, qui s'en sortent très bien de façon professionnelle, mais les jeunes, parfois, ils n'ont même pas un bon salaire. On connaît les réalités en Côte d'Ivoire, voire en Afrique de manière générale. Est-ce que ça en vaut la peine de mettre ces critères-là? Pour moi, il faut déjà pouvoir faire la balance entre ce dont on peut bénéficier quand on rentre dans une association et ce qu'on dépense en termes de coûts d'adhésion. Déjà, les coûts d'adhésion sont généralement dérisoires. Là, on parle aujourd'hui de 50 000 francs par an pour une adhésion au sein de l'APSI. Quand on sait le train de vie quelquefois des jeunes, ça peut être dérisoire pour moi. C'est pas, pour moi, ça devrait pas en tout cas être un sujet. Surtout que l'association n'est pas à la recherche de fonds financiers, même si on en a besoin pour réaliser de grandes choses. Mais ces coûts d'adhésion vont permettre justement d'entretenir l'association, de payer ses charges, etc. Et donc, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. De quoi on bénéficie, qu'est-ce qu'on pourrait apporter et en quoi on peut être vraiment utile. Et de plus, aujourd'hui, on a cette possibilité pour les professionnels de pouvoir procéder par une adhésion entreprise. Donc, ils sont pas aussi obligés de payer de leur propre poche. Donc, ils peuvent passer par le biais de leur entreprise, puisqu'on a la possibilité de faire des adhésions de personnes morales. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, pour une personne qui adhère au sein de l'association à titre de personne, en tant que personne morale, va juste payer en fait 100 000 francs. Et c'est l'entreprise qui paye. Et c'est pas un. Donc, pour moi, c'est vraiment des montants dérisoires. On doit pouvoir faire l'effort de dégager quand on connaît les ambitions qu'on peut réaliser tous ensemble et les bénéfices que l'association peut apporter à n'importe quel membre. Effectivement, je suis d'accord, hein, pour 50 000, franchement, pour ceux qui hésitent, la connaissance n'a pas de prix, comme on le dit, hein. Et surtout, ce que ça va nous apporter, je pense que voilà, il n'y a pas à hésiter. Ceux qui hésitent encore, j'espère que les mots du président ont été clairs. Si on avait pu rendre les frais d'adhésion nuls, c'est-à-dire que si on avait pu rendre l'adhésion libre, gratuite, on l'aurait fait. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de charges à couvrir et c'est important que chacun mette la main
à la patte Mm. pour pouvoir tous ensemble, en fait, subvenir à certaines petites charges de l'association. C'est Et clair. honnêtement, 50 000, c'est très dérisoire. Ouais. Quand on sait aussi que à travers l'association, on a la possibilité de se réunir physiquement, de se retrouver et même se retrouver, ça nécessite aussi la location d'une salle, etc., etc. Donc c'est des moyens qui doivent pouvoir en fait sortir d'une trésorerie. Non, 50 000 par an, pour moi, c'est vraiment, c'est gérable. Je pensais que c'était 50 000 de façon mensuelle. Non, non. Ah ouais, non, c'est clair. C'est même interdit par la loi. La loi encadre en fait tout ce qui est cotisation associative. Ah, ok, Euh, il n'y avait le, pas le, connaissance. ouais, le maximum qu'on doit payer de manière mensuelle, c'est de 5 000 francs, je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Donc, par an, ça reviendrait à 60 000. Donc, nous, on est en dessus. Donc, on est à 50 000 francs par mois et on est tout à fait conforme, en fait, à la loi. Vraiment, c'est clair. C'est vraiment clair et c'est motivant. Continuons avec le dernier volet de notre session. On va cette fois-ci se focaliser sur l'appel à l'action et les perspectives. Que dirais-tu à une personne, je pense qu'on a déjà abordé Mhm. un peu, une personne qui hésite encore à s'engager dans une communauté cyber? Oui. Je dirais simplement, en fait, que une communauté cyber, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'aller plus vite. C'est une opportunité d'aller plus loin. C'est une opportunité de bénéficier d'opportunités, d'étendre son réseau, de renforcer ses connaissances. Et pour moi, il y a plus d'avantages à intégrer une communauté, à s'identifier à des valeurs, à participer à une cause qui est noble, en fait, finalement. C'est clair. Et quelles sont selon toi les prochaines étapes pour renforcer les synergies entre experts, étudiants, entreprises et institutions? Pour moi, il faut continuer à organiser des moments d'échange au plan national, par exemple des forums. Il faut le faire un peu plus fréquemment. Il y a quelques forums qui sont organisés au plan national, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut en faire le plus possible tant qu'on peut, parce que c'est généralement des lieux où on retrouve tous ces profils qu'on a cités, que ce soit des jeunes professionnels, des experts, plus aguerris, plus anciens. Et à partir de là, on peut réussir à se mettre ensemble et à travailler sur des objectifs communs. Parce que les forums, c'est bien, mais au lendemain des forums, il n'y a plus rien. Donc c'est le rôle d'une association de gérer finalement la permanence entre guillemets et d'entretenir cette dynamique autour de la cybersécurité. Ok. Et pour terminer, Marius, comment peut-on te contacter ou rejoindre les initiatives auxquelles tu participes et quel mot de fin aurais-tu pour nos auditeurs? Donc, je suis facilement accessible sur LinkedIn, Marius Soupo sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à la page LinkedIn de l'association, donc APSICI, Association des professionnels de la sécurité et de l'information en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi nous rejoindre si vous allez sur notre site et renseigner le formulaire d'adhésion, si vous voulez adhérer au sein de la communauté. Et puis, voilà, vous serez contacté par le secrétariat général qui va vous présenter l'association et la procédure justement pour adhérer. Comme mot de fin, pour moi, c'est de te dire merci. Merci de m'avoir invité. Ça m'a permis de pouvoir parler des avantages de pouvoir rejoindre une communauté et en l'occurrence la nôtre. On espère que tous les professionnels qui vont écouter ce podcast et qui n'ont pas encore adhéré, qui n'ont pas encore rejoint leurs confrères au sein de l'association puissent le faire. La cybersécurité, c'est un sujet qui doit être suffisamment partagé et dans notre pays, on a encore plus besoin justement de multiplier de se mettre ensemble et multiplier les efforts pour non seulement sensibiliser l'opinion publique, mais aussi nos dirigeants sur les enjeux de cybersécurité. Donc, on a besoin de tous pour arriver à ces objectifs. Donc, merci beaucoup à toi pour ces
moment d'échange. Avec plaisir, Marius. Et je serai l'un des premiers à rejoindre la... Tu es le bienvenu. Ouais, je serai l'un des premiers dans les jours à venir. Je vais contacter, comme tu l'as dit, le secrétariat général pour mon adhésion. En tout cas, merci, Marius, pour cet échange riche et motivant. On retient aujourd'hui que les communautés cyber ne sont pas juste des groupes de discussion. Ce sont de véritables catalyseurs de compétences, de solidarité et d'innovation dans notre domaine. S'engager dans une communauté, c'est apprendre, partager et contribuer dans un écosystème plus fort. On espère que cet épisode vous donnera envie, vous aussi, de rejoindre ou de créer votre propre cercle de passionnés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Cybercast et d'ici là, restez connectés, protégés. Merci, au revoir. Au revoir à tous les auditeurs. Au revoir, merci.